Emmanuel Macron. Je me présente devant vous. Se lancer dans la campagne présidentielle. Soyez les bienvenus, toute l'équipe de France 2012 se réjouit de vous accueillir pour cette nouvelle émission. À 11 jours de l'élection présidentielle, nous allons recevoir deux candidats à cette grande consultation. Tout d'abord, François Bayrou, merci d'être sur le plateau de France 2012. J'ai envie de vous demander, vous êtes donc le candidat du MoDem, comment vous vous sentez aujourd'hui personnellement ? Il y a 5 ans sur ce même plateau, vous étiez en passe d'accéder au deuxième tour. Vous m'aviez dit, c'est une période assez heureuse de ma vie personnelle et politique. Est-ce que vous diriez la même chose 5 ans plus tard ? Oui. Même si les sondages vous semblent moins favorables. C'est une période non seulement heureuse de ma vie personnelle et politique, mais probablement le message que je défends devant les Français est-il plus important et plus original et plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, je disais attention, on va dans le mur, la dette va nous rattraper, va s'effondrer sur nous, on va avoir de graves difficultés. 5 ans après, la situation aujourd'hui est évidente aux yeux de tous ceux qui veulent voir. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir. Et notamment Hollande et Sarkozy s'organisent pour qu'on ne voit pas cette réalité-là. Mais ceux qui nous écoutent, les Français établis à l'étranger en particulier, ils voient le monde. Ils voient l'Espagne, ils voient l'Italie, ils voient la Grèce, ils voient le Portugal. Ils voient ce qui se passe lorsque des pays se sont laissés aller à cette dérive qui pour la France devrait être inacceptable, d'avoir accepté de vivre à crédit jusqu'au point qu'on ne peut plus sortir du surendettement. On peut faire une campagne en annonçant des mauvaises nouvelles, en disant ça va pas aller. Je vais vous dire, il faut faire une campagne en disant la vérité. Ouais. Pas en dissimulant les choses pour avoir des voix ou pour se tourner vers les sondages. Il faut que vous vous rendiez compte que tous ceux qui nous écoutent savent qu'il y a des pays dans le monde et en Europe dans lesquels c'est le plein emploi. Et nous avons un chômage qui explose. J'étais l'autre jour à La Réunion, il y a des quartiers entiers où il y a 60% des jeunes au chômage, et sur le territoire métropolitain, il y a des quartiers où il y a entre 30 et 40% de jeunes au chômage. Comment vous voulez donner l'espoir ? Et puis, ils savent très bien que le pays s'appauvrit, et que donc les familles s'appauvrissent, et ils savent très bien qu'il est des politiques qui permettent de rétablir cette situation en choisissant de faire la priorité absolue de la reconstruction de la production chez nous. Parce qu'ils voient, les Français établis hors de France, des pays dans lesquels on produit. Ouais. Alors, Et donc, le message est plus important et plus nécessaire aujourd'hui encore qu'il ne l'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on avait, 1 ou 2 années de répit. Aujourd'hui, ça se compte en semaines. De répit. Serge Moitié est avec nous. Bonjour Serge, les candidats au plus près. Quel regard avez-vous voulu porter sur François Bayrou ? En quoi vous a-t-il intéressé ? Mais il m'intéresse. Pardon, M. Bayrou. Pardon, François Bayrou. J'admire cet acharnement. J'admire ça. Je trouve que c'est un homme incroyable. On se connaît depuis des années, quand même. Et je vous ai filmé de près, longtemps et souvent. Cet acharnement a quelque chose. Cet acharnement, c'était cette rectitude dans ce que je dis. Et je ne change pas au gré des machins, etc., etc. Je dis la même chose. Moi, ça me fascine littéralement. Et il y a quelque chose pour moi. Avant que vous n'arriviez, je disais à toi, vous êtes l'homme le plus énigmatique de cette campagne. Mais vraiment, vous êtes d'abord un type difficile à interviewer. Vous êtes un candidat difficile à interviewer. Admiration, j'admire. Et vous êtes quelqu'un. Heureusement que je vous résiste. Oh, vous personnellement, merci. Mais heureusement qu'on peut, lorsqu'on est interviewé, mettre parfois la main sur cette rencontre. Mais cette énigme est très intéressante parce que tout le monde vous dit qu'est-ce qu'il va faire au second tour, qu'est-ce qu'il va faire, il est à gauche, il est à droite, qu'est-ce que vous savez, vous allez bien dire quelque chose au second tour, machin, etc. Vous êtes le 3e ou le 4e, etc. Toujours les mêmes trucs. Et vous êtes toujours sur la même ligne comme ça, etc. Et donc, ce que je crois, c'est que vous êtes l'homme qu'on aimerait aimer. Mais mystère. Laissez-vous aller. Vous croyez ? Oui. Bon, je vais essayer. On va regarder. C'était au Zénith il y a 15 jours.
doit affronter la situation que la France va devoir affronter. Il n'est qu'une chose à faire, une seule. Il faut une démarche politique exceptionnelle devant un défi national. Il faut une union nationale. Je serai le président de ce rassemblement. Je serai pour vous et avec vous, pour les Français rassemblés, le président de cet espoir. La campagne démarre. Ah, je crois, c'est ce que j'ai dit, la campagne démarre aujourd'hui. 2007, la campagne démarre. Oui, mais enfin, vous dites ça un peu à chaque fois. Oui, vous allez dire quand les démarrera non, je disais, elle démarrera quand les candidatures seront sorties. Voilà. C'est pourquoi on avait mis le meeting là. Ce qu'il y avait avant, c'était votre pré-campagne. Ce qu'il y avait avant, c'était business as usual. Mais il se passe toujours dans une campagne, il y a un moment qui n'est pas encore atteint, où les gens entrent dans la campagne. En 2002, c'était les 48 dernières heures où la campagne s'est jouée. En Suisse, François, vous seriez élu haut la main. Oui. Haut la main. On gouverne au centre et c'est pour ça que ça va bien, c'est un petit pays. Mais tout le monde dit c'est dommage que. Alors j'ai dit j'irai au Zénith à Paris Pour lui dire. pour essayer de le convaincre de changer de nationalité. On verra dans un instant avec Darius Rochebin si précisément vous auriez eu plus de chance. Connaît-on Suisse. Connaît-on Suisse. Oui, connaît-on Absolument. Suisse. Alors ce moment clé, vous avez couvert beaucoup de campagnes, il n'est pas encore arrivé. Vous avez entendu ce que dit François Bayrou et ce que disent les gens autour de lui. Ça démarre en 2007, ça démarrait 48 heures avant. La campagne n'a pas encore commencé, etc. Qu'est-ce qui serait le truc magique qui ferait que ça démarrerait? Mais d'abord, sérieux. on n'en sait rien. Mais vous employez un adjectif qui n'est pas juste. On n'a pas besoin de magie. Un petit peu. On a besoin juste Un petit peu. que les yeux s'ouvrent sur la réalité de la situation. Peut-être ce qui se passe en Espagne, c'est à nos portes. C'est un modèle social qui voulait être assez proche du nôtre. Nicolas Sarkozy dit la France en sort mieux que l'Espagne. Oui, mais Nicolas Sarkozy, évidemment, présente son bilan flatteur. En vérité, le 7 mai, Jacques Attali vient d'écrire un papier. Jacques Attali vient d'écrire un papier dont je pourrais signer chaque ligne. Vous l'avez trouvé remarquable. Il dit le 7 mai, la France va se réveiller avec la gueule de bois parce que aucun des sujets dont dépend sa survie n'a été traité. Et je vous dis, et peut-être les Français établis à l'étranger le sentent-ils mieux que d'autres, nous avons construit pour la France un modèle républicain de service public et un modèle social de solidarité qui est le plus ambitieux de tous les pays comparables au monde. Ce modèle est un modèle exigeant parce que naturellement, comme il est très ambitieux, il est très cher. Il demande beaucoup d'efforts. Trop cher. Ça n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que si l'effondrement, ou en tout cas l'affaiblissement continu de notre économie se poursuit, alors ce modèle social va s'effondrer sous nos yeux. Le modèle de service public, le modèle de solidarité. Et vous avez vu ce qui s'est passé hier matin en Espagne. Le gouvernement espagnol s'est fait élire sans dire ce qu'allait être la ligne de volonté stratégique qui était la sienne. Il a dit, au fond, ce que dit François Hollande, sauf que l'un était de droite et que l'autre est de gauche. Mais ils disent la même chose. Ils ont dit, Monsieur Rajoy a dit, la seule question, c'est qu'il faut changer les gens qui sont au pouvoir. Oui. Il faut les remplacer par nous qui sommes l'opposition. Il n'a rien dit d'autre. Et en raison de ce motus et bouche cousue, les Espagnols se réveillent aujourd'hui, 3 mois après cette élection, avec devant des sacrifices qui sont des sacrifices considérables. Le budget de l'Espagne a été coupé de 15%, et hier matin, ils ont dû annoncer 10 milliards d'économies. Ça fait au moins le double pour la France, l'équivalent, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. C'est-à-dire les deux biens les plus précieux qui constituent le lien social dans un pays et qui constituent le modèle républicain français. Peut-être il faut mesurer
si je ne me trompe pas, mais ceci est mon affirmation, et comme vous garderez l'enregistrement, on pourra le voir. Le modèle social et républicain français ne peut pas résister à l'affaiblissement continu que nous sommes en train de vivre depuis des années. C'est un enjeu qui n'est pas politique, c'est un enjeu qui est national. C'est un enjeu qui est de survie de ce que nous avons construit et cru depuis des décennies. Et donc... Mais que vous aimez aussi. Que j'aime et que je défends. Ouais. L'autre jour, j'étais interviewé par Le Monde et ils m'ont dit mais au fond, est-ce que ce que cette crise prépare, ce n'est pas Thatcher ? J'ai dit excusez-moi, Thatcher voulait détruire le modèle social et moi je veux défendre le modèle social, à condition qu'on fasse les efforts nécessaires, qu'on se remette à créer des emplois chez nous, à créer des ressources pour chez nous et à produire en France. Au début, vous trouviez Hollande plutôt proche. Hein, oui. Au début, vous disiez on est. Oui. Il y a une chose qui, je constate, c'est tout. Oui. Et Hollande a changé, c'est tout. Non, mais Hollande s'est laissé. Hollande est entré en campagne. Au fond, sur des thèses assez proches de celles que je défends. D'accord. Son premier livre, c'est « Faut remettre de l'ordre dans les finances ». Alors, il voulait faire plus d'impôts que moi, qui pense qu'il faut faire des économies aussi. Mais au fond, la thèse était assez proche. Et puis, pendant la primaire du Parti socialiste à l'automne, comme il a craint l'impact de Martine Aubry, il s'est mis à dire des choses qui sont purement et simplement des fables. Quand on dit on va créer dans les années qui viennent 60 000 postes d'enseignants, j'ai été ministre de l'Éducation, j'aime profondément l'école, j'aime l'éducation nationale, mais excusez-moi, ça n'est pas vrai. Et il dit je vais augmenter de 30% l'allocation de rentrée scolaire. Mais si tu le fais, qui va payer ? Les pauvres vont payer. Une question à La Réunion, là. Vous avez dit, les intimidations ont été nombreuses. Oui. Par rapport à vous, c'est quoi les intimidations ? Les dernières années, eh bien, les menaces, l'organisation de dissidences, enfin toutes ces choses que vous savez, qui font l'ordinaire du monde politique, quand ceux qui sont en place voudraient que vous n'existiez pas. Voilà, voudraient que vous n'existiez pas, préféreraient que le champ soit libre. Et en effet, beaucoup de gens préféreraient que le champ soit libre, mais j'offre dans cette élection, nous offrons, le courant qui s'est constitué autour de moi, quelque chose plus largement que le MoDem. Le centre, au fond, en voie de reconstitution. Nous offrons quelque chose de précieux, c'est le courant politique qui permet de garantir aux Français que les extrêmes ne mettront pas la main sur la politique française. Parce que Hollande d'un côté, sous la pression de Mélenchon, et Sarkozy de l'autre, sous la pression de Le Pen, ça veut dire qu'il y a deux extrêmes qui pèsent très lourd sur l'avenir de la France. Nous sommes à l'abri des extrêmes et la garantie que la politique française n'y cédera pas. Merci Serge Moati. Peut-être en savez-vous davantage sur l'énigmatique François Bayrou. Merci d'avoir été avec nous. On va apporter un autre... Les énigmes sont faites pour être levées. Tôt ou tard. Un mot de réaction avant que Darius Rochebin ne nous rejoigne. Le centre, ça existe dans la vie politique française. Il y a une bipolarisation, on le voit bien, qui s'est refaite. Est-ce que réellement vous avez le sentiment qu'il y a une place politique qu'on n'a pas vue depuis des décennies en France pour une offre centriste ? Non seulement je pense qu'il y a une place, mais je pense que l'affirmation du centre est inscrite dans les paysages politiques aujourd'hui. Parce que je vais vous dire quelque chose qui me paraît, pour moi, écrit. Le bord qui va perdre va exploser, quel qu'il soit. Soit la droite. Et celui qui gagnera ne pourra pas se maintenir au pouvoir sans accident politique en son sein. Songez pas. Prenons l'exemple. Si la gauche gagnait cette élection, naturellement, comme vous le voyez, son programme est intenable et ses alliés sont insoutenables. Ça veut donc dire quelque chose d'extrêmement lourd pour l'avenir. Et donc, je suis la seule proposition politique qui permette d'échapper à cette fatalité et qui construise pour l'avenir un mouvement qui sera la force d'équilibre de la vie politique française. Darius Rochebin est avec nous sur ce plateau, il nous rejoint. Les Suisses savent ce qu'elles sentent. Mais oui, mais on vient de voir dans le court reportage de Serge Moati, on vient de voir que si François Bayrou se présentait chez vous, il serait pratiquement incontournable. François Bayrou, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'en Suisse, vous avez plutôt une bonne cote, le côté mais en France homme de aussi, culture. vous savez. Ça, on verra. Mais le côté homme de culture, mais
terrien, pas trop arrogant, parisien, ça plaît plutôt en Suisse. Est-ce qu'en sens inverse, le système politique suisse vous plaît ? Oui. Pourquoi ? Vous savez, on va employer un mot qui est le mot le plus mal compris du vocabulaire politique français. Mais comme philosophie, je suis ce que les Suisses appellent un fédéraliste. C'est-à-dire l'idée qu'on fait une unité à partir de la diversité. Et l'idée qu'on fait confiance au terrain, le plus proche des citoyens, pour prendre les décisions les plus importantes, et qu'on ne se rejoint, on appelle ça le principe de subsidiarité, pardon de faire de la philosophie politique, qu'on ne se rejoint que pour faire ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Nicolas Sarkozy. Et qu'on accepte, j'ai presque fini, mais je suis en train de dire du bien de votre pays. Je vous écoute. Qu'on accepte les traditions, qu'on accepte que les cantons aient chacun leur tradition, leur langue dans le cas de votre pays, mais leur tradition politique, qu'il n'y a pas écrasement de tous par ceux qui tiennent le pouvoir. Il n'y a d'ailleurs pas de président de la République. J'aime ça, et comme vous savez, les grands philosophes du fédéralisme sont suisses. Sarkozy, on a Alors chez vous, on appelle ça confédération, mais c'est la même chose. Alors je n'emploie pas ce mot pour l'Europe, parce que c'est le mot le plus mal compris fédéraliste qui existe en Europe. En France, fédéraliste, on croit que ça veut dire tout le pouvoir à Bruxelles. Alors que le fédéralisme en Suisse, ça veut dire exactement le contraire. Vous êtes ça veut dire admirateur de la tout Suisse, le pouvoir au terrain. Bon, mais l'élection présidentielle a lieu en France. Non seulement je suis admirateur de la Suisse, mais je suis admirateur d'un pays où le coût du travail est 15 à 20% supérieur au coût du travail en France et qui cependant produit, et exporte. Qui a refusé 2 semaines de congés supplémentaires. Où le peuple, au référendum, vient de refuser d'avoir 2 semaines de congés de plus. Moi, je pense que les 35 heures ont été une erreur. Et je pense que dans l'avenir, cette règle sera remise en cause, je l'espère, par les partenaires sociaux. François Bayrou, ou avec les partenaires sociaux. Nicolas Sarkozy, c'est la culture inverse de vous, côté hyper-président, affrontement, etc. Mais des résultats, la Libye, la présidence européenne, la Géorgie, est-ce que vous lui reconnaissez quand même du courage ? Je lui reconnais de l'énergie, mais je pense qu'il s'est trompé si souvent que ça mérite qu'on s'interroge, car le moteur de l'énergie ne vaut que si le volant va dans la bonne direction. Et par exemple, pour la Géorgie, pardon de vous contredire, alors ça appartient à l'histoire, mais est-ce que vous croyez que la Russie a abandonné ses positions en Géorgie ? Vous aviez eu un mot terrible sur lui, vous avez dit « enfant barbare », c'était votre expression. Il y a un problème de personnalité, selon vous, chez Nicolas Sarkozy ? Il y a un problème de vision de la vie. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup les forts et ménage assez peu les faibles. Et c'est vrai dans la société, comme c'est vrai sans doute dans la politique, il est fait comme ça. Et s'il n'a pas de gens pour lui résister, alors les choses dérapent très vite. François Bayrou, et je m'honore d'une chose, par les choix politiques, par l'écrit, par l'oral, par la détermination, j'ai toujours résisté à ces dérives. Il faut toujours écouter les méchancetés qu'on dit sur soi. Parfois, ça renseigne. Jean-Luc Mélenchon, sur vous, vous vous souvenez ? Sa définition, social-démocrate en pantoufles. Et il y a pire. C'est Xavier Darcos qui disait, François Bayrou, ayatollah de lui-même. C'est ce côté très droit dont parlait Serge Moati tout à l'heure. Mais à chaque élection, vous faites un très beau tour de piste, résultat plus qu'honorable, mais finalement, rien. Est-ce que cette fois, vous êtes prêt à une coalition ? Comme ça existe en Grande-Bretagne, en Allemagne. D'abord, monsieur, je veux vous dire ceci. Je ne considérerai jamais qu'être droit, c'est une faiblesse. Je ne considérerai jamais que défendre ses valeurs envers et contre tout, alors que tout le monde cède, ça soit une faiblesse. Et deuxièmement, je ne me laisserai pas entraîner dans la discussion sur le deuxième tour. Parce que cette discussion, elle a une arrière-pensée qui est très simple. C'est de dire, au fond, monsieur, il faut que vous acceptiez l'idée que le deuxième tour est déjà joué et que ce sera Sarkozy-Hollande. Et que, s'il vous plaît, vous êtes prié de nous dire, dans ce deuxième tour dont nous avons décidé qu'il était joué, quel rôle vous allez prendre ? Eh bien, pour moi, démocratie, ça consiste à accepter et imposer l'idée que précisément ça n'est pas joué.
Et que ceux qui veulent effacer le premier tour au bénéfice d'un second qu'ils auraient écrit à l'avance vont se planter. Merci Darius pour ce regard, pour ces questions à François Bayrou. Autre regard sur le monde, nous allons partir à Beyrouth, nous allons partir au Liban, retrouver la directrice du bureau de l'AFP, Rana El Moussaoui. Merci d'être des nôtres. Vous suivez ce débat depuis le Liban, où je le sais, on s'intéresse beaucoup à cette grande consultation qui vient dans 11 jours. Quelles seraient, compte tenu de votre actualité toute proche, l'un ou les questions que vous aimeriez poser à François Bayrou? Oui, bonjour Philippe, bonjour Monsieur Bayrou. Je rectifie juste, je ne suis pas la directrice du bureau. C'est pas grave, vous le serez bientôt, ne vous en faites pas. Une journaliste bureau. Monsieur Bayrou, après plus d'un an de révolte en Syrie, il y a plus de 10 000 morts. La communauté internationale n'a toujours pas réussi à faire en sorte que le bain de sang s'arrête. Et surtout n'a toujours pas réussi à mettre une véritable pression sur le régime de Bachar el-Assad. Si vous étiez élu président de la République, est-ce que vous continuerez sur le chemin de la diplomatie? Il y a beaucoup de gens qui doutent du succès du dernier plan de paix de M. Kofi Annan, ou vous tenteriez de convaincre les partenaires de la France d'adopter une tactique ou une stratégie, une politique plus musclée, militaire, comme par exemple une intervention étrangère militaire? Alors, d'autant que le plan Annan, effectivement, n'est pas entré en application. Bachar el-Assad continue aujourd'hui à tirer sur son peuple. Bon, ce sont des sujets suffisamment graves pour qu'on s'exprime avec prudence. Si j'étais élu président de la République, j'essaierais d'organiser un sommet Ligue arabe-Union européenne. Parce que je crois assez peu à l'efficacité de l'ONU, comme on vient de le voir. J'espère me tromper, j'espère que dans les heures qui viennent ça va changer, mais je crois assez peu à l'efficacité de l'ONU parce que c'est trop loin et paralysé. En revanche, je crois que l'action conjointe ou le soutien de l'Union européenne à une action de la Ligue arabe serait de nature à faire changer le climat, à faire bouger les choses. Mais vous voyez qu'il s'agit d'un choix stratégique dont je pense pour ma part qu'il est le seul qui pourrait faire avancer la situation, ou en tout cas se rééquilibrer la situation devant l'horreur que M. Bachar el-Assad, qu'on avait invité à présider le défilé du 14 juillet. Quelques années, oui. Que M. Bachar el-Assad perpètre contre son peuple. En clair, il peut y avoir une option à la libyenne, c'est une intervention militaire. Bon, je ne crois pas que l'exemple libyen puisse être réédité comme ça en claquant du doigt, parce que vous voyez bien d'abord ce que sont les conséquences aujourd'hui et ce que pourrait être dans le cas de la Syrie avec la puissance de l'armée syrienne. Avec la Russie et la Chine. Avec l'intervention de la Russie et de la Chine qui, pour des raisons géostratégiques, font cause commune ou s'instaurent en protecteur du régime de M. Bachar el-Assad. Ce sont des choses qui sont explosives et je ne pense pas qu'on en prendra le risque aisément. Merci Rana d'avoir été en duplex avec nous depuis... Et dites bonjour au Liban pour moi. Et pour toute l'équipe de TV5 également, pour ce pays qui nous est particulièrement cher. Alors, nous avons parlé du Proche-Orient, nous avons parlé donc de la Syrie et l'Afrique. Eh bien, nous accueillons Denise Epoté qui va vous interroger sur les relations entre la France et, comme on dit, le continent noir, avec toujours la question de la France-Afrique. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Malgré la présence de nouveaux partenaires économiques, les échanges entre la France et l'Afrique sont toujours importants et on voit bien qu'ils sont un plus pour les entreprises françaises en cette période de crise. Et pourtant, l'Afrique est totalement absente de vos discours. Quelle pourrait être la politique africaine du MoDem si vous êtes élu le 6 mai ? Qu'est-ce qu'elle pourrait D'abord, je veux vous rappeler que je ne suis pas le candidat d'un parti, mais le candidat d'un courant qui est le courant du centre de la politique française. Ma politique africaine, elle est soutien à ce qui est évolution vers la démocratie. Et on a eu ces derniers jours des exemples et des contre-exemples. Des contre-exemples au Mali et des exemples, après tout, qu'on peut citer, comme au Sénégal. Il y a des évolutions dans les deux sens, dans un ensemble qui est un ensemble ami de la France,
et dans des régions de l'Afrique qui sont très proches pour nous. Donc, le pire n'est pas certain. Voilà ce que nous pouvons dire. Et j'espère qu'au Mali, grâce à l'action de M. Traoré, de nouveau, on va pouvoir remettre les choses en place et à l'endroit. Donc, voilà pour ce premier point. Soutien à toute démarche démocratique. Et la deuxième chose, c'est que vous disiez, c'est bon pour les entreprises françaises. Pour moi, je ne regarde pas cela seulement du point de vue des entreprises. Je regarde ça du point de vue du pays tout entier. Nous avons besoin, la France, que dans la partie francophone du continent africain, un modèle politique s'impose et s'instaure. Et donc, je ne suis pas pour les réseaux utilisés il y en aurait encore, vous entendre à toute fin. Il y en aura encore, à toute François fin. J'ai cru comprendre qu'il en restait une partie non négligeable, on va dire ça comme ça, avec les mauvaises habitudes que cela suppose. Et ce sont des mauvaises habitudes auxquelles je n'ai jamais participé tout au long de ma vie. Alors, vous faisiez allusion au Mali, à propos du Mali, surtout la crise dans le Nord. Le Mali est une victime collatérale de la crise libyenne. Que doit faire la communauté internationale pour voler au secours du Mali ? Ce pays la communauté internationale doit soutenir de toutes ses forces les autorités légitimes du Mali et le retour de ces autorités légitimes. Et là encore, je trouve que l'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Merci Denise pour ces questions sur l'Afrique. Nous recevons des questions de nos téléspectateurs. Celle-ci va peut-être vous étonner. Elle nous vient du Brésil. Imaginons vous êtes élu. Quel est votre niveau d'anglais ? Comment vous adresserez-vous à vos homologues étrangers ? Easily. Bien. Question également sur la francophonie. Vous êtes sur une chaîne de la francophonie. La place. Quel est mon niveau de français ? J'essaie qu'il soit le meilleur possible. Oui, je crois savoir que vous êtes agrégé de lettres classiques, donc ça doit supposer une relative facilité dans cette expression. Nous allons voir un autre aspect. Et mon niveau en béarnais n'est pas mal, paraît-il. Oui. Peut-être au niveau international est-il moins facile de l'utiliser. Encore que le fait de pratiquer une langue romane, ça donne accès à toutes les langues romanes, en compréhension en tout cas, à l'espagnol, au portugais, à l'italien, au catalan. Et donc c'est un plus, contrairement à ce qu'on croit. Vous avez déjà donné une interview en béarnais ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a des radios béarnaises à qui je donne une interview en béarnais. Voici Mine Kerikanat, donc journaliste turc, qui vient également nous rejoindre sur cette actualité peut-être européenne et puis sur l'actualité récente, notamment à propos d'une certaine loi qui devait être appliquée en France sur la négation du génocide. Je vous laisse la parole et les questions que vous pourriez poser à François Bayrou. François Bayrou, vous aspirez à un rassemblement et un peuple uni, capable de relever les défis. Et vous avez même, c'est-à-dire vous avez peut-être caressé, et même que vous rêvez encore, d'un gouvernement d'union nationale. Or, depuis de 2007 à 2012, votre propre rassemblement, votre propre union politique, les rangs n'ont pas vraiment grossi. Et MoDem reste une organisation politique plutôt modeste. Peut-on vraiment prétendre à une union du plus grand nombre au niveau national quand on n'a pas réussi à étoffer sa propre union politique ? Eh bien, madame, excusez-moi, vous vous trompez. Il y a autour de moi une équipe soudée de personnalités très expérimentées. Alors, je vais en citer quelques-unes. Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances. Alain Lambert, ancien ministre des Finances. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères. Dominique Versini, ancien ministre de la Solidarité. Anne-Marie Idrac, ancien ministre du Commerce extérieur et patronne de la RATP et de la SNCF. Marielle de Sarnez, qui est chef de notre délégation au Parlement européen. Jacqueline Gouraud, qui est sénateur et vice-président des maires de France, et je pourrais ainsi, Robert Rochefort, qui est un très grand sociologue et économiste français, et donc votre vision est fausse. Alors il est vrai que vous allez dans le sens d'un certain nombre de critiques, mais ces critiques sont comme toutes les critiques avec des arrière-pensées. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai autour de moi une équipe qui a au moins le niveau
des équipes politiques de premier plan en France. Pour le reste, en effet, il est vrai que le centre, ces dernières années, s'est divisé en France. Parce que le centre, soumis à la pression de la bipolarisation, naturellement, il a les deux sensibilités en son sein et il faut être élu aux législatives. La faiblesse des hommes étant ce qu'elle est, et l'importance d'avoir de puissants alliés étant ce qu'elle est. Il y a des gens qui ont eu, ce qui est à mes yeux la faiblesse, d'aller rejoindre le pouvoir. Mais, je vous le dis, cette diaspora du centre, elle est en train de prendre fin, ils sont en train de se rassembler. Minet, peut-être sur la Turquie et justement le grand débat qu'il y a eu sur la loi, qui n'est pas entrée en application, sur la négation du génocide arménien. Est-ce qu'il y a une question particulière que vous aimeriez poser à François Bayrou ? Oui, mais d'abord j'ai une bonne nouvelle, peut-être que vous le savez déjà. Les Français d'origine turque vont voter en masse votre candidature. Monsieur Bayrou, parce que les Turcs, les Français d'origine turque ont beaucoup apprécié votre discours, votre intervention au moment des débats sur justement la loi qui prévoyait la négation du génocide arménien. Est-ce que les Français d'origine turque, et ils sont 500 000, vous savez, aussi importants en tant que nombre que les Arméniens, peut changer la donne, il vous croit, le plus républicain et le plus laïque de tous les candidats présidentiels. Je répète l'hommage de mes compatriotes. Que je sois républicain. Ça peut changer la donne, c'est-à-dire est-ce que ça peut changer vos idées sur l'entrée de la Turquie en Union européenne ? Madame, je veux vous dire ceci. Je n'ai pas pris cette position de manière intéressée. Parce que je ne traite pas les citoyens français par origine. Je ne sépare pas selon l'origine ou selon la religion ou selon la couleur de la peau. Je suis même le contraire. Je pense que sont devant moi des citoyens français membres de la même famille, aujourd'hui et pour le futur. Et je pense que nos enfants vont grandir ensemble et que c'est ensemble que nous relèverons le pays. Donc je ne l'ai pas fait pour des raisons intéressées. Je l'ai fait pour des raisons de principe. J'ai pensé deux choses, et la première de ces choses, c'est que ça n'est pas à un pays d'écrire dans sa loi et d'envoyer au tribunal des personnes, des jeunes, qui soutiendraient une position qui est la position officielle d'un État voisin. Comprenez, j'ai voté autrefois la reconnaissance. La loi de reconnaissance. Mais envoyer au tribunal un jeune garçon ou une jeune fille qui soutiendrait simplement la thèse de l'État dont il est originaire, ça voudrait dire que vous saisissez les diplomates aussi. Que les ministres, quand ils viennent en France, vous leur faites procès. Ça n'est pas raisonnable. Et deuxièmement, le faire uniquement. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont tous deux soutenu ce texte. Le faire uniquement parce qu'on escompte gagner ainsi des voix qui appartiennent à une autre origine que j'aime, que je respecte et que j'aime, ça n'est pas raisonnable. Et le premier devoir d'un chef d'État, presque chef d'État dans mon esprit égale chef de famille, le premier devoir d'un chef d'État, c'est de faire régner la paix et la compréhension réciproque à l'intérieur du pays dont il a la charge. Voilà les raisons de principe pour lesquelles je l'ai fait. Merci Minet. Un mot sur l'entrée de la Turquie. Votre position est laquelle ? On peut l'étudier avec bienveillance. Mais la Turquie n'a pas sa place dans l'Europe. J'ai dit plusieurs fois ma position sur ce sujet. Je pense que l'Europe est une communauté qui ne gagne pas à toujours s'étendre. Et je pense aussi qu'il y a des accords qui ont été signés. Ils l'ont été par un gouvernement français légitime. Ils doivent donc être respectés. Et si je ne me trompe pas, je vous regarde dans les yeux en disant ça, il y a des évolutions à l'intérieur de la Turquie elle-même sur ce sujet. Qui ne me plaisent pas. Voilà. C'est un autre débat. Merci Minet d'avoir été avec nous. Puisque cette émission s'adresse notamment aux Français établis hors de France, nous allons aller voir du côté de l'Espagne, du côté de Madrid dont vous parliez tout à l'heure, et c'est notamment ces Français d'ailleurs. Voilà, nous allons écouter quelques témoignages de Français établis donc en Espagne. Je vous demande de réagir et ensuite nous ferons connaissance avec cette communauté. J'ai le sentiment à un niveau personnel que la France, enfin les médias notamment français,
prennent un certain plaisir à critiquer et à taper du sucre même sur l'Espagne en la comparant à la Grèce, la future Grèce, qui me paraît un petit peu exagéré quand même. Les Français ont ce défaut quand même d'être un petit peu suffisants et donneurs de leçons. Je vois la France comme un pays très organisé, où il y a des valeurs qui mènent le pays dans le bon sens. Notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est toujours quelque chose qui est quand même dans notre comportement quotidien. Et c'est vrai que l'histoire de l'Espagne n'est pas celle-là. Je pense qu'en matière de protection sociale, la France reste quelque chose d'assez unique en Europe et dans le monde. Ce qui me manque de la France, c'est le pouvoir de mobilisation de la société française. C'est un grand classique, mais c'est vrai qu'en France, on fait la grève, on revendique ses droits, on se mobilise. En Espagne, c'est un peu plus dur à mettre en place. Alors en même temps, donc une forme de solidarité, vous le disiez tout à l'heure, et puis le côté un peu frondeur, qui fait partie aussi de l'identité française. Mais ce qui a été dit par nos compatriotes espagnols est la pure vérité. Français établis en Espagne. Nos compatriotes français vivant en Espagne. C'est la pure vérité. Nous avons bâti le modèle social le plus exigeant au monde. Et ce modèle social est en danger aujourd'hui précisément pour les raisons qui font que l'Espagne est en situation de fragilité et de grande inquiétude. Ce sont les mêmes causes, ce sont les mêmes raisons qui risquent de mettre à mal le modèle social français et qui aujourd'hui fragilisent l'action publique en Espagne. Alors, avec Hervé Hérault, nous voyons une communauté. Vous allez nous présenter ces Français établis en Espagne et peut-être vous interrogerez, vous aurez une question à poser à François Bayrou. Alors, combien sont-ils, où vivent-ils, que font-ils? Et ensuite, comment ont-ils voté il y a 5 ans? Absolument, Philippe. Les Français en Espagne, ils sont plus de 150 000, un nombre très important. Ça a beaucoup augmenté sur les 20 dernières années. On atteint presque les 100 000 inscrits. On se rappelle des jeunes qui sont partis à Barcelone dans la génération Erasmus, la fameuse auberge espagnole, mais également des retraités qui sont partis sur la Costa Brava, la Costa Blanca. On pense aussi que l'Espagne est un partenaire économique très important. Il y a plus de 1300 entreprises françaises qui sont implantées en Espagne. C'est considérable. Et le lycée français de Madrid accueille plus de 4000 élèves. C'est le plus grand lycée français au monde. Alors, autre élément d'information. Oui, les bassins de population. Donc, on retrouve plus de 40 000 Français autour de Madrid. Il y a 35 000 à Barcelone et en Catalogne. Ils sont plus de 10 000 en Andalousie, entre Séville et Malaga. Dans le Pays Basque, 5 800. Il y a également beaucoup de monde à Valence. Ils sont 8 970. Et Alicante également, plus de 11 000. Il y en a même au Baléares, 3 500. Alors, comment ça s'était passé il y a 5 ans? Et quels avaient été les résultats de François Bayrou? Alors écoutez, il y a eu un vote extrêmement serré, c'est vraiment rien de le dire, vous allez voir Philippe, c'est des résultats assez surprenants puisqu'on est arrivé au premier tour avec 35,7% pour Nicolas Sarkozy, 35,9% pour Ségolène Royal et 17,2% pour vous, Monsieur Bayrou. Donc, vous voyez, c'était très serré. Ça s'est confirmé au deuxième tour à un point où chacun a fait 50-50. Et il y a même, je vais vous dire le résultat exact, 5 voix d'écart en faveur de Ségolène Royal. Il a dû falloir recompter. Vous connaissez bien l'Espagne, vous êtes voisin, évidemment. Quelle est la question que vous aimeriez poser à François Bayrou? Moi, je voudrais que vous me parliez un petit peu du Made in France. C'est une idée que vous avez proposée, qui rencontre beaucoup de succès ici en France. Et souvent, nos Français expatriés sont partis donc travailler à l'étranger, pour des sociétés françaises installées à l'étranger, pour certaines qui ont délocalisé. Alors finalement, est-ce qu'ils se comportent comme des mauvais Français? Comment doivent-ils l'interpréter? Non, mais il ne faut pas avoir d'idées simplistes dans cette affaire. Il faut remettre les choses devant ses yeux. Premièrement, je le disais, notre modèle de société est fragilisé parce que nous vivons une crise qui fait exploser le chômage et partir les ressources du pays. Ça se traduit clairement par un chiffre d'économiste. Notre commerce extérieur s'effondre. Ça veut dire que nous prenons des dizaines et dizaines et dizaines de milliards sur les ressources du pays pour aller soutenir les économies des pays qui nous entourent. Songez que même avec l'Espagne,
la situation est aujourd'hui à peine à l'équilibre. C'est donc dire le caractère, quand on regarde les économies, le caractère incroyable des choses. Cet effondrement-là menace notre modèle social. Parce que les personnes que vous interviewiez disaient c'est formidable, il y a la retraite, il y a la Sécu, et ils ont raison. Qu'est-ce qui finance la retraite et la Sécu ? Uniquement le travail des Français en France. Les charges sociales alimentent la sécurité sociale, la santé, les retraites, les allocations familiales, la CSG sur tous les revenus français, les impôts des Français qui travaillent en France. Tout cela, c'est la seule manière de financer notre modèle social et de service public. Le liberté, égalité, fraternité français, il repose en entier sur le travail en France. Et c'est un système qui peut disparaître, il est fragile. Mais il est tellement fragile que d'année en année, nous sommes de plus en plus dépendants de l'extérieur. Pour un pays qui sait fabriquer des Airbus, qui sait fabriquer des fusées, qui sait fabriquer des satellites, qui sait fabriquer des TGV, qui sait fabriquer des sous-marins, qui est leader dans le monde si difficile du nucléaire, quel que soit le jugement que l'on porte. Autrement dit, les plus hautes technologies et l'effondrement de notre présence sur de très nombreux marchés. Si on prend conscience que la totalité de notre solidarité et la totalité de notre action publique sont financées par le travail des Français en France, alors il faut inverser le mouvement. Et il faut reconstruire le produire en France et donner aux consommateurs qui le souhaitent, pas les obliger, mais la certitude, s'ils veulent acheter français pour soutenir l'économie française et leur propre modèle, qu'ils le peuvent le faire en toute connaissance de cause. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a compris cette idée-là, alors on comprend que l'Europe a besoin de pays qui soient tous équilibrés. Pas de pays en terrible déficit pour les uns, c'est notre cas, et en excédent formidable, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas des pays scandinaves, c'est le cas de l'Italie même, qui sont des pays équilibrés dans leur commerce extérieur. Donc, nous sommes devant une menace nationale de court terme, d'urgence. J'ai écrit un livre qui s'appelait, pendant l'été 2012, État d'urgence. C'est bien devant cette urgence-là que nous sommes. Notre modèle de société peut être fragilisé à court terme. Merci Hervé d'avoir éclairé pour nous cette communauté des Français. François Bayrou, c'est votre 3e campagne présidentielle. En quoi est-elle différente ? En quoi peut-être est-elle plus difficile ? Différente en tout cas. D'abord, chaque fois qu'on me dit est-ce que c'est dur, est-ce que c'est difficile, je réponds personne ne nous a forcés. Et même si j'avais voulu accorder crédit aux influences qui s'exerçaient sur moi, les influences étaient plus pour que nous n'y soyons pas. J'ai cru comprendre. Voilà. Donc personne ne nous a forcés. Deuxièmement, c'est une campagne très différente des autres sur 2 points. Désormais, l'urgence est là. L'épée de Damoclès est au-dessus de notre tête. Elle menace de tomber. Et cependant, le débat politique ne parle absolument d'aucun des problèmes qui sont les problèmes vitaux du pays. Voilà les 2 différences. La situation est plus urgente, plus préoccupante, plus grave qu'elle ne l'a jamais été, et les candidats qui se croient principaux n'en parlent pas. Eh bien, ma ligne à moi, avec notamment ceux qui nous écoutent, ma ligne à moi, c'est d'en parler, c'est de traiter les questions qui sont celles de la survie de notre modèle national. Merci François Bayrou, on vous laisse à vos 11 jours de campagne encore avant ce premier tour, beaucoup de campagnes, beaucoup de meetings. Tiens, on va voir avant d'accueillir une autre candidate, on va voir justement l'histoire des campagnes électorales à la télévision française.